Le village de St. Mildred était recouvert d'une fine couche de neige en cette veille de Noël, une neige qui adoucissait les toits, étouffait le bruit des roues des charrettes et faisait scintiller la lumière des bougies derrière les vitres givrées. Dans la grande salle du presbytère, la chaleur et la joie régnaient à parts égales. Madame Penrose, l'épouse du pasteur, avait insisté pour accueillir toute la paroisse pour le réveillon de Noël, comme elle le faisait depuis 15 ans. On y chantait des chants de Noël avec un enthousiasme inégal mais sincère. On y buvait du vin chaud fumant et on y dégustait des plats de minuscules pies qui semblaient disparaître plus vite que les enfants de chœur ne parvenaient à harmoniser leurs harmonies. La vieille Madame Witherby se plaignait de la sécheresse près de la porte, tandis que la postière, la vive Miss Pargeter, discutait avec enthousiasme des retards postaux avec qui voulait l'écouter. Les enfants couraient entre les tables à tréteaux, serrant des biscuits au gingembre avec leurs visages sucrés. C'était, de toute évidence, l'image même de Noël dans un petit village anglais. Et pourtant, sous les couronnes sacrées et les rires tintants, un courant sous-jacent plus difficile à cerner. Certains regards s'attardaient un peu trop, les conversations se faisaient plus discrètes au passage de certaines personnes. Dans un coin, Madame Alder, la châtelaine récemment veuve, était assise avec un calme inhabituel, ses mains fines soigneusement jointes sur ses genoux. Bien que vêtue de noir, elle portait une curieuse broche d'émeraude et d'argent qui reflétait la lumière de la lampe comme une étincelle de défi. Le moment de perturbation survient juste au moment où le vicaire leva son verre pour offrir la bénédiction paroissiale. Un cri strident retentit près du sapin de Noël, où les villageois s'étaient rassemblés pour admirer les décorations offertes par chaque foyer. La foule s'écarta avec un hoquet d'alarme, et là, à moitié affalé sur la chaise qu'il occupait quelques instants plus tôt, se tenait M. Edmond de Rove, notaire de la ville voisine, un homme d'âge mûr et d'une grande respectabilité. Sa tête était penchée d'un angle anormal, les yeux écarquillés, comme sous l'effet de la stupeur. Le contenu renversé de son verre maculait le devant de son gilet, même s'il était clair que la boisson elle-même n'en était pas la cause. Un silence s'installa dans la salle, seulement rompu par le faible sifflement du feu et le carillon lointain des cloches de l'église. Miss Jane Marple, modestement assise près de l'âtre, ne cria pas et ne se précipita pas comme tant d'autres. Elle observait silencieusement, ses yeux bleus perçants suivant les mouvements de la pièce, la pâleur mortelle du visage de Madame Alder, le tic nerveux du jeune Peter Ellis et l'étrange absence d'inquiétude dans l'expression de Miss Pargeter. La broche de la veuve brillait à nouveau à la lueur du feu, un joyau déplacé dans un village où le deuil devrait être humble. Et tandis que les rumeurs de meurtre commençaient à résonner dans le hall, Miss Marple joignit calmement les mains, assemblant déjà les premiers fils du puzzle. La salle était plongée dans le chaos. Madame Penrose, d'habitude si calme, se tordait les mains et criait qu'on allait chercher le médecin. Les enfants de chœur écarquillèrent les yeux, leurs chants oubliés, tandis que leur mère les retenait en murmurant à la hâte pour les protéger de la vision sinistre de la silhouette inerte de M. Rowe. Le docteur Whitfield, appelé de sa position près de la cheminée, se fraya un chemin à travers l'assemblée, son sac à la main. Il s'agenouilla vivement près du notaire, ses lunettes rondes glissant sur son nez, tandis qu'il examinait le corps d'une main experte. Les villageois retiennent leur souffle dans le silence pesant, comme si sa déclaration pouvait encore contenir un miracle. Mais lorsque le docteur se releva enfin, secouant gravement la tête, le silence se transforma en un concert de murmures alarmés. « Il est parti », déclara-t-il d'une voix grave. « Et pas de cause naturelle. Il y a des raisons de soupçonner un empoisonnement. » Le mot frappa la salle comme un coup de poing. Poison. C'était si sinistre, si secret, si en décalage avec la gaieté de Noël qui emplissait la salle quelques instants auparavant.
Les gens se rapprochèrent de leurs compagnons, leur voix chuchotant jusqu'à des murmures scandaleux. Poison était une méthode choisie, non pas sous le coup de la passion, mais avec prévoyance, patience et malice. « Du poison !» s'exclama Madame Weatherby, manquant de tomber de sa chaise. « J'ai toujours dit que l'homme s'attardait trop sur les testaments et les secrets les plus sombres. Tôt ou tard, ça le rattraperait. » Son exclamation ne resta pas sans effet. Aussitôt, les conjectures commencèrent à fuser. M. Rowe était depuis longtemps impliqué dans les successions, les héritages et les affaires délicates du patrimoine familial. Il était réputé discret, mais dans un village comme St. Mildred's, la discrétion était souvent confondue avec la protection de vérités dangereuses. Mademoiselle Pargeter, la receveuse des postes, se pencha vers Madame Alder, son nez pointu frémissant sous l'effet de la connaissance. « Écoutez-moi bien », murmura-t-elle assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. « Cela va faire scandale avec l'argent. Ces hommes de loi en savent trop pour leur propre bien. » Madame Alder resta assise, raide comme une flèche, les yeux fixés sur le feu. La broche d'émeraude sur sa poitrine reflétait à nouveau la lumière, mais elle ne bougea pas pour la cacher. Ses lèvres se pincèrent, comme si elle ne voulait pas, ou ne pouvait pas, parler. Pendant ce temps, le jeune Peter Ellis, à peine sorti de l'adolescence, les cheveux noirs en bataille et l'air perpétuellement sur la défensive, rôdait près de la porte. Il avait été parmi les premiers à se précipiter lorsque Rowe s'était effondré, mais maintenant, il se tenait à l'écart, les épaules tendues, son regard errant avec inquiétude dans la pièce, comme s'il craignait une accusation avant même qu'elle ne soit portée. L'inspecteur Graves arrive peu après, convoqué en toute hâte par le bedeau du vicaire. Homme trapu, le regard sévère par-dessus sa moustache, il ne tarda pas à affirmer son autorité. « Mesdames et messieurs » a entonné Graves, levant la main pour demander le silence. « Personne ne doit quitter les lieux avant que nous ayons mené notre enquête. Cette affaire relève de la police et j'ai besoin de votre coopération. » Il y eut des gémissements et des protestations, mais son insistance l'emporta. Les invités, autrefois impatients de rentrer chez eux sous la neige, se retrouvèrent désormais liés par une camaraderie fragile, chaque regard teinté de suspicion. Grave interrogea d'abord le vicaire, puis Madame Penrose, puis les proches de M. Rowe, au moment de son malaise. Ses notes se remplirent rapidement, mais son expression n'en perdit pas moins de perplexité. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune preuve immédiate d'acte criminel, hormis les sombres soupçons du médecin. Un verre de vin chaud, celui de Rowe, était posé sur la table, le bord légèrement taché. Mais des dizaines de personnes avaient goûté à la même carafe. Qui pouvait dire que sa seule portion avait été altérée? Miss Marple, discrètement assise près de l'âtre, se laissa aller à écouter. Elle observa les assurances hâtives, les petites trahisons de voix et de gestes qui en disaient souvent plus que des mots. Elle remarqua la pâleur de Madame Alder, la satisfaction presque triomphante de Mademoiselle Pargeter de voir sa théorie confirmée et l'agitation impuissante du vicaire, comme si la sainteté de sa salle avait été personnellement offensée. Les rumeurs se répandirent rapidement, se propageant comme une traînée de poudre dans l'assemblée. Certains se souvinrent que M. Ross avait récemment négocié la vente du domaine du défunt colonel Faraday, d'autres laissèrent entendre qu'il avait été vu trop souvent en compagnie d'une certaine dame, et non de son épouse. Chaque murmure était émis avec de grands yeux et une voix rapide, comme si la proximité du meurtre procurait un frisson enivrant. L'inspecteur Graves, cependant, s'en tenait fermement à l'évidence. « Son verre, alors c'est bien là le moyen », déclara-t-il, ordonnant à ses agents de saisir la carafe et les verres pour les examiner. « Quelqu'un a glissé du poison dans sa tasse et quelqu'un ici devra en répondre. » Madame Penrose faillit s'évanouir à cette pensée, tandis que la servante, Alice,
fondit en larmes, insistant sur le fait qu'elle n'avait servi que du vin aux invités. « Alors qui a rempli son verre ?» insista Graves, le regard perçant. Il y eut une hésitation. « Finalement, » murmura Peter Ellis, « je l'ai fait. Juste un peu, du pichet. » Je n'y voyais rien d'anormal. Graves plissa aussitôt les yeux. « Et pourquoi étiez-vous si pressé, jeune homme, d'aller chercher à boire pour M. Rowe ?» Le visage de Peter s'empourpra. Il m'a demandé « C'est tout ?» Je ne savais pas. Les murmures reprennent de plus belle. C'était peut-être là le début d'un soupçon, un fil conducteur de culpabilité à suivre. Pourtant, dans le coin tranquille près du feu, le regard de Miss Marple restait doux mais pensif. Elle avait vu la main de Peter trembler tandis qu'il parlait, non pas de culpabilité, imagina-t-elle, mais de peur. Peur d'être mal compris, peur de porter un blâme qu'il n'avait pas mérité. Elle retourna son sac à tricot sur ses genoux, comme si son esprit était concentré sur ses aiguilles, plutôt que sur le sinistre spectacle qui s'offrait à elle. Pourtant, en réalité, elle pensait à quelque chose de bien différent, l'étrange immobilité de Madame Alder, l'éclat de cette broche verte et la tension inexprimée qui semblait enfermer la moitié du village dans le silence. Car Miss Marple savait que dans chaque réunion de village, que ce soit à Noël ou au solstice d'été, des secrets étaient aussi soigneusement enveloppés que les cadeaux sous le sapin. Et lorsqu'un secret est révélé par la violence, d'autres sont souvent entraînés dans son sillage. À 10 heures, la salle était encore une prison d'âmes inquiètes. Les questions de l'inspecteur continuaient, les rumeurs s'accumulent, et dehors, la neige tombait plus lourdement sur le village. Pourtant, Miss Marple, discrète dans son coin, en avait déjà assez vu pour savoir que l'histoire de la mort d'Edmund Rowe ne faisait que commencer. Le matin se leva pâle et cassant sur Sainte Mildred. La neige tombée pendant la nuit formait d'épaisses congères le long des haies et des chaumières, assourdissant le village comme si la nature elle-même souhaitait étouffer le scandale. La nouvelle de la mort subite d'Edmund Rowe avait déjà dépassé le presbytère. À l'heure du petit déjeuner, tous les foyers de la paroisse résonnaient de rumeurs de poison, de suspects et de péchés. À l'auberge du Sanglier Bleu, la propriétaire confiait à ses clients qu'elle trouvait depuis longtemps que M. Rowe avait l'air un peu trop intelligent pour être honnête. Chez l'épicier, Madame Finch insistait sur le fait que les hommes de loi étaient tous pareils et qu'il ne fallait jamais faire confiance à ceux qui portaient des mallettes. Même le laitier, poussant sa charrette dans les ruelles, débitait plus de ragots que de crème. L'inspecteur Graves, cependant, était moins enclin au bavardage. Il avait gardé plusieurs agents au presbytère toute la nuit, et en milieu de matinée, il recueillait déjà des témoignages au commissariat de Mush Densham, la ville voisine. Il estimait que le jeune Peter Ellis méritait une surveillance particulière. L'aveu du garçon d'avoir servi le vin de Rowe et ses manières maladroites en faisaient un suspect évident. Graves n'était pas homme à ignorer l'évidence lorsqu'elle se présentait. Miss Marple, quant à elle, n'avait pas passé la nuit au commissariat. Elle était retournée à son cottage à l'orée du village, où son feu était encore chaud et sa fidèle bouilloire sur le point de bouillir. S'installant dans son fauteuil familier avec vue sur le jardin enneigé, elle repasse les événements dans sa tête avec autant de soin qu'on créerait des écheveaux de laine emmêlés. Elle repensa au moment où Rowe s'était effondré, aux expressions qui avaient traversé les visages lorsque la vérité sur le poison avait été révélée. Elle se souvint comment Madame Alder, la veuve, avait semblé figée, les lèvres serrées, comment la joie de Mademoiselle Pargeter d'avoir raison avait surpassé toute peur sincère, comment Peter Ellis avait semblé non pas calculateur, mais effrayé. Le cœur humain, Mademoiselle Marple le savait, se révélait souvent non pas par les mots, mais par les petites trahisons des gestes et du ton. Sa matinée fut interrompue par la visite de Madame Wetherby, qui arriva avec les joues rouges de froid et les yeux brillants de curiosité.
Ma chère Miss Marple, s'exclama-t-elle, avant même d'avoir ôté son châle tacheté de neige. Quelle horreur! Du poison au milieu de nous, et la veille de Noël. Je ne me souviens pas d'un tel scandale depuis l'affaire des perles disparues du colonel Whittaker, et vous vous souviendrez du dénouement. Miss Marple accueillit son visiteur avec du thé et une assiette de scones beurrés, écoutant avec sa patience habituelle Madame Weatherby déverser les dernières rumeurs. L'avocat, déclara-t-elle, avait des ennemis partout, il avait ruiné des familles par ses agissements, brisé des cœurs par son charme, et peut-être même volé ses clients. Rien de tout cela n'était corroboré par les faits. Mais Madame Weatherby raconta tout cela avec la conviction de quelqu'un qui avait longtemps attendu sa justification. « Savez-vous, » dit Miss Marple avec douceur, « il est souvent curieux que l'on se souvienne plus fortement des gens pour les torts qu'ils ont causés, plutôt que pour les bienfaits qu'ils ont pu offrir. Un homme peut avoir rédigé des dizaines de testaments avec équité, mais celui qui l'a modifié aux grandes dames de quelqu'un restera dans les mémoires. » Madame Weatherby parut un instant apaisée, mais se reprit vite. « Malgré tout, chère Jane, vous devez admettre que le jeune Peter Ellis s'est comporté de façon très suspecte. Versez le ver qui a tué l'homme. Et il a toujours été un garçon si boudeur, car la mort de sa mère, la pauvre, l'a laissé mal élevé. Vous savez ce que c'est. » Miss Marple hocha simplement la tête, les yeux rivés sur son tricot. Elle avait déjà entendu ce raisonnement, selon lequel les défauts de caractère se traduisent en culpabilité sans aucune preuve. Elle rangea cette observation aussi soigneusement qu'elle pliait ses aiguilles. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves rend visite à Miss Marple, sans toutefois avoir l'intention de lui faire des confidences. Il l'avait toujours considérée avec une tolérance polie, comme on pourrait le faire avec une tante âgée qui disait parfois des choses étranges au dîner. « Nous avons une affaire simple, Miss Marple, » lui dit-il sèchement. « Le jeune homme, Ellis, trop nerveux. Son lien avec le défunt est peut-être ténu, mais il suffit d'une impulsion. Rowe l'a peut-être contrarié pour une question d'argent ou d'insulte. Le poison s'attrape assez facilement avec de la détermination. C'est facile, inspecteur ?» Le ton de Miss Marple était doux, mais son regard restait attentif. Raticide, désherbant, teinture. Il y a des boutiques à Much Densham où personne ne pose trop de questions. J'ai déjà contacté des hommes pour qu'ils se renseignent. Miss Marple sourit faiblement. Je me souviens que dans les boutiques de village, inspecteur, les questions sont parfois moins nombreuses, mais les observations plus nombreuses. Le pharmacien, par exemple, remarque toujours qui achète quoi. On ne peut même pas acheter un sirop contre la toux sans que quelqu'un le remarque. Grave eut un petit rire et secoua la tête. « Vous avez vraiment une façon de voir le monde, madame. Bon, on va faire examiner les chimistes. En attendant, je compte bien interroger Ellis. » Après son départ, Miss Marple resta près de la fenêtre, observant la neige continuer de tomber en délicates flocons sur le houx. Elle ne désapprouva pas la diligence de l'inspecteur, mais elle avait appris depuis longtemps que les méfaits humains se propagent rarement en ligne droite. Ce qui paraissait évident n'était souvent qu'un déguisement. Cet après-midi-là, une autre visiteuse appela Alice, la servante du presbytère. Son tablier était encore couvert de farine, ses yeux rougis par les larmes. Elle avoua à Miss Marple qu'elle ne supportait pas l'idée d'être soupçonnée. « Je jure que je n'ai rien fait, Miss Marple. J'ai seulement porté le plateau quand Madame Penrose me l'a demandé. Je n'ai jamais touché à son verre. Je n'en ai jamais versé une goutte. » Miss Marple lui tapota gentiment la main. « Je suppose que tu n'as rien fait de mal, Alice. Mais dis-moi, quand M. Rowe buvait, as-tu remarqué quelque chose d'étrange ?» Alice fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Seulement, il semblait surpris, comme s'il trouvait que le goût était différent. Il fait la grimace, juste avant de tousser. Mais personne d'autre ne parla du vin. « C'est très intéressant.
murmura Miss Marple. Elle remercia la jeune fille, lui offrit une part de gâteau et retourna pensivement à sa chaise. Le soir venu, la place du village bruissait de théories. Certains soutenaient que Madame Alder devait être impliquée, que la succession de son défunt mari avait été mêlée aux démarches juridiques de M. Rowe, et des rumeurs de dettes impayées persistaient. D'autres affirmaient que Mademoiselle Pargeter, la receveuse des postes, en savait beaucoup trop sur les affaires de chacun et craignait peut-être d'être démasquée. Chaque recoin de Sainte Mildred semblait bourdonner de conjectures, mais aucune ne semblait sûre. Miss Marple, quant à elle, restait sereine. Elle écoutait, hochait la tête, acceptait les tasses de thé et les biscuits que lui proposaient les voisins désireux de partager leur point de vue. Mais dans son esprit, elle captait quelque chose de plus subtil que des théories, les petits détails que personne d'autre n'avait remarqués. Le souvenir d'Alice de l'expression de Rowe, la broche sur la robe de la veuve, la peur tremblante de Peter Ellis. C'étaient des fils, fragiles et déconnectés. Pourtant, Miss Marple avait passé sa vie à les tisser en motifs précis. Elle soupçonnait qu'avant longtemps, une image se dessinait. Tandis que les cloches de l'église sonnaient pour les prières du soir, elle songea que le village de Sainte Mildred avait perdu plus qu'un avocat, il avait perdu son illusion d'innocence. Le meurtre était une ombre noire qui s'étendait loin et persistait longtemps. Et les ombres, Miss Marple le savait, avaient le don de révéler ce que l'on cherchait le plus à dissimuler. Le lendemain matin, un vent glacial balaya la neige des toits des chaumières et laisse les chemins verglacés. Au commissariat de Much Densham, l'inspecteur Graves sentit ses progrès. Il avait passé des heures à interroger les invités du presbytère. Et si la plupart de leurs témoignages se résumaient à des spéculations et des ouïs-dire, un fait était indéniable. Peter Ellis avait versé le verre dans lequel Edmund Rowe avait bu quelques instants avant son malaise. Graves n'était pas homme à écarter une coïncidence alors qu'elle s'accordait si bien avec les preuves. « Voyez-vous » expliqua-t-il au sergent Wilkes en posant le rapport sur son bureau. Le garçon l'admet lui-même. Il a versé le vin. Il est nerveux, secret et n'a pas grand-chose à perdre. C'est presque un aveu. Le sergent Wilkes, un homme plus calme avec l'habitude de froncer les sourcils profondément avant de parler, s'aventura. « Et le motif, monsieur ?» Graves renifla. « Le mobile suit l'occasion. Ellis est pauvre, plein de ressentiment et colérique. Rowe l'a peut-être offensé ou refusé une demande. Ses villageois sont moins rancuniers. C'est ainsi qu'en milieu d'après-midi, Peter Ellis fut placé en garde à vue pour un interrogatoire officiel. La nouvelle de son arrestation se répandit plus vite que la fonte des neiges. À l'heure du thé, le village vibrait d'une satisfaction morose que la police soit intervenue. L'épicier déclara que cela confirmait sa théorie de longue date, selon laquelle l'oisiveté menait au crime. Madame Weatherby, d'un hochement de tête solennel, déclara qu'elle avait toujours soupçonné le regard fuyant du garçon. Au presbytère, Madame Penrose soupira de soulagement. « Au moins, nous pouvons mettre cette affaire derrière nous, » dit-elle à son mari. L'inspecteur a trouvé son coupable, et peut-être pourrons-nous maintenant retourner à nos occupations. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Madame Alder, la veuve, fut aperçue se dirigeant d'un pas rapide vers le bureau de poste, le visage pâle sous son voile noir. Mademoiselle Pargeter, la receveuse des postes, l'accueillit avec curiosité, et bientôt des rumeurs circulèrent selon lesquelles Madame Alder avait été entendue contester une accusation concernant la succession de son défunt mari, une affaire dans laquelle M. Rowe était directement impliqué. Miss Marple entendit également ces murmures, mais elle ne les laissa pas influencer son jugement. Elle avait passé la matinée à tricoter et à se remémorer ses souvenirs, et elle ne parvenait pas à concilier la solution simpliste de l'inspecteur avec ce qu'elle avait elle-même observé. Cet après-midi-là, elle rend visite à Madame Alder.
La maison de la veuve se trouvait à l'orée du village, une haute bâtisse quelque peu sombre, adoucie seulement par le lierre qui s'accrochait obstinément à ses murs. Madame Alder reçut mademoiselle Marple dans un salon où les rideaux étaient à moitié tirés et le feu faible. « J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie », dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil. Le regard de madame Alder s'attarda un instant sur elle, avant qu'elle ne réponde. « C'est gentil à vous, Miss Marple. J'avoue que je ne suis pas très enclin à la conversation. » La conversation s'engage néanmoins. Madame Alder parla avec une certaine réserve, mais il était clair pour Miss Marple que la mort de Rowe l'avait profondément perturbée. « Monsieur Rowe était une connaissance de mon mari, » dit-elle enfin. « Il y avait des affaires en suspens entre eux, des questions juridiques. Sa mort me met dans une situation délicate. » Miss Marple inclina la tête, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. J'imagine que c'est souvent le cas lorsque les notaires partent à l'improviste. Ils sont les gardiens de tant de fils. Les lèvres de madame Alder se pincèrent. Elle sembla sur le point d'en dire plus, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle pressa sa main contre sa broche, l'émeraude que Miss Marple avait remarquée la veille de Noël. Ses doigts s'y attardèrent un instant, presque protecteurs. Lorsque Miss Marple se leva pour partir, elle réfléchit à ce qu'elle avait entendu, ou plus important encore, à ce qu'elle n'avait pas entendu. Le chagrin de la veuve était soigneusement exprimé, ses paroles mesurées. Pourtant, un chagrin mesuré cache souvent autre chose, la peur, le ressentiment ou la culpabilité. Pendant ce temps, l'inspecteur Graves poursuivait sa théorie. Au poste, Peter Ellis clama son innocence, avec une ferveur désespérée. « Je ne l'ai pas fait, monsieur. J'ai versé le vin uniquement parce que monsieur Rowe me l'a demandé. Je n'ai jamais touché à autre chose, et même si je le voulais, je ne saurais pas où trouver du poison. » Grave reste impassible. « Tu t'attends à ce que je croie ça? Rowe t'a désigné, n'est-ce pas? Un simple garçon. » Peter bégayait, le visage rouge. Il disait que je lui rappelais quelqu'un. Il me sourit. C'est pour ça qu'il me posait cette question. Je ne savais pas. L'inspecteur l'interrompit d'un geste de la main. Ça suffit. Vous en aviez l'occasion, vous en aviez les moyens, et je trouverai le mobile bien assez tôt. Miss Marple apprit l'arrestation du garçon par Alice, la servante du presbytère, qui se présenta une fois de plus à son cottage en larmes. Ils l'ont recueilli, Miss Marple. Pauvre Peter, il est colérique, certes, mais il ne tuerait pas une mouche. Pas à ce point-là. Miss Marple la calma avec du thé et des paroles rassurantes. Parfois, ma chère, il est plus facile de soupçonner les jeunes, car ils n'ont pas encore appris à masquer leurs émotions. Mais les apparences peuvent être bien trompeuses. Ce soir-là, le village se rassembla pour les vêpres, à l'église. Les bancs étaient pleins, mais les cantiques s'élevaient avec une curieuse retenue, comme si chaque voix était empreinte de suspicion. Miss Marple, assise au fond, observait les regards se croiser. La communauté, autrefois unie par la familiarité, était désormais divisée par la méfiance. Après la cérémonie, l'inspecteur Graves s'entretint brièvement avec le vicaire sous le porche, sa voix portant juste assez loin pour que d'autres puissent l'entendre. « Ce sera bientôt réglé. Le garçon avouera, ou quelqu'un nous révélera la vérité. Quoi qu'il en soit, l'affaire ne traînera pas. » Miss Marple, sortant dans l'air glacial, songea silencieusement. Certes, cela ne durerait pas, mais pas pour les raisons que supposait l'inspecteur. Elle avait déjà remarqué des fils qui ne s'attachent pas tout à fait à sa culpabilité. Elle repensa à la broche de madame Alder, au souvenir d'Alice de l'expression surprise de Rowe, et à la satisfaction excessive de mademoiselle Pargeter. Surtout, elle pensa au cœur humain, qui fonctionne rarement aussi bien que le croyait l'inspecteur. Le suspect évident avait été trouvé, certes, mais Miss Marple savait,
grâce à sa longue expérience de la vie villageoise, que l'évidence était presque toujours le début, et non la fin, de l'histoire. La neige s'accrochait encore obstinément aux haies, lorsque Miss Marple entra dans le village le lendemain matin. Le monde avait repris son cours normal avec une détermination fragile. La fumée s'élevait des cheminées. Les bouteilles de lait étaient soigneusement rangées près des portes, mais sous-jacente une vague de malaise. La mort d'Edmond Rowe et l'arrestation de Peter Ellis avaient fissuré la surface lisse de la vie de St. Andrews. Sainte Mildred comme le gel fend la pierre. Chez l'épicier, les voix se turent à l'entrée de Miss Marple, mais bientôt Madame Finch s'approcha d'elle, avec l'air de quelqu'un qui fait un sermon. Quel soulagement, Miss Marple, n'est-ce pas? D'avoir le garçon sous les verrous, on doit éprouver de la gratitude envers l'inspecteur pour sa rapidité d'action. Miss Marple sourit doucement en ajustant ses gants. La gratitude est toujours une vertu, Madame Finch. Même si la gratitude prime parfois sur la certitude, n'est-ce pas? L'épicière cligna des yeux, incertaine de la réponse à donner. Et Miss Marple s'éclipsa sans insister davantage. Elle n'était pas venue faire ses courses, mais écouter, et elle avait déjà entendu ce dont elle avait besoin. Le village était impatient de trouver une solution, même si elle ne convenait pas entièrement. Plus tard dans la matinée, elle se rend à l'église pour parler à M. Hargreaves, le bedeau. L'homme de grande taille balayait la neige des marches du porche, le souffle embrumé par le froid. « Quel dommage !» murmura-t-il en s'appuyant sur son balai. « Qu'un gentilhomme meure dans le palais de Dieu. Cela gâche complètement le souvenir de Noël, et tellement inutile aussi. » Miss Marple pencha la tête. « Inutile ?» Hargreaves fronça les sourcils. Enfin, si c'était de l'argent, comme certains le disent, Rowe n'était pas avare. Il avait des moyens, certes, mais il n'était pas avare. Il payait ses cotisations, soutenait la chorale. Non, il devait y avoir une autre cause. Il baissa la voix, et entre nous, madame, j'ai vu madame Alder se glisser dans le cimetière pendant les chants de Noël. Un instant seulement, remarquez, mais elle semblait très distraite. Miss Marple le remercia, notant soigneusement cette observation. Les absences, elle le savait, étaient souvent aussi révélatrices que leur présence. À midi, elle se retrouva à nouveau en conversation avec Alice, la servante du presbytère, qui s'était confiée à elle. « Je n'arrive pas à dormir, Miss Marple, rien qu'à y penser. Je le vois tomber sans cesse. Et il y a autre chose. Je ne l'avais pas mentionné avant, tant cela me semblait insignifiant. Les petites choses méritent souvent d'être mentionnées, encouragea Miss Marple en posant sa tasse de thé. Alice se tord les mains. C'était son verre. Quand j'ai débarrassé la table après le départ du médecin, j'ai remarqué que le bord était collant. Pas seulement du vin, mais autre chose, comme du sirop. Aucun autre verre n'était comme ça. Je l'ai essuyé avant de me dire « Oh, je n'aurais pas dû ». Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, sans toutefois laisser transparaître son vif intérêt. « Tu n'as rien fait de mal, ma chère. Ranger est tout naturel. Mais dis-moi, quelqu'un a-t-il touché le verre après que M. Rowe l'a posé ?» Alice secoua la tête. « Pas que je l'ai vu. Seulement, lorsque le jeune Peter lui apporta le verre, M. Rowe le souleva lui-même. Il but une gorgée, puis parut surpris, presque offensé, comme surpris par le goût. C'était avant de s'effondrer. Le détail resta gravé dans l'esprit de Miss Marple longtemps après le départ d'Alice. Un bord collant sur un seul verre, une preuve si facile à écarter, si facile à effacer au cours d'un simple nettoyage. C'était le genre de choses qui pouvait échapper à la police, et pourtant, dans l'esprit de Miss Marple, cela prenait une signification particulière. Car du poison administré dans une carafe ordinaire aurait touché tous les verres de la même manière. Mais un bord, traité séparément, était une toute autre affaire. Cet après-midi-là,
L'inspecteur Graves revint au presbytère, déterminé à interroger Madame Penrose au sujet du service des rafraîchissements. Il avait l'air vif, sa moustache hérissée d'assurance. « Dites-moi, madame, demanda-t-il, qui avait accès à la cruche de vin avant qu'elle ne soit apportée dans la salle. Madame Penrose parut troublée. La bonne, bien sûr. Alice l'avait apportée à la cuisine, mais je vous assure, inspecteur, qu'il était préparé de la manière habituelle: cannelle, clous de girofle, un peu de sucre et le vin, rien d'autre. Graves prend ses notes avec panache. Très bien. On verra bien ce que le laboratoire nous rapportera. Mais tout pointe vers le garçon qu'elle a servi au verre fatal. Aussi simple que ça. Miss Marple, assise tranquillement à côté, parlait avec l'air de quelqu'un qui bavarde. Il est curieux, n'est-ce pas, que seul M. Rowe ait été touché. Si le pichet contenait du poison, d'autres personnes auraient sûrement pu être malades, même si ce n'était pas mortellement. L'inspecteur eut un grognement dédaigneux. « Des traces, madame, peuvent suffire. La science le prouvera. » Mais les pensées de Miss Marple étaient au moins tournées vers la science que vers les réalités du comportement humain. Ce n'était pas la science qui avait fait remarquer à Alice la substance collante sur le verre, ni la science qui avait rappelé l'expression surprise de Rowe. C'était là des signes d'intention, quelqu'un s'assurant qu'un seul verre et un seul supporte le danger. Elle repensa à l'absence de Madame Alder pendant les chants de Noël et à la broche de la veuve, une émeraude, brillante comme un éclat de glace, portée si ostensiblement en signe de deuil. Souvent, on se révélait non pas parce qu'on cachait, mais parce qu'on choisissait d'exposer. Ce soir-là, Miss Marple dîne chez son voisin, M. Calthorpe, un colonel à la retraite aux opinions rarement modestes. Devant un plat de bœuf froid, il proclama que Rowe était un imbécile, et Alice encore plus. « Je dis qu'il faut pendre ce garçon et qu'on en finisse. Ça donne une leçon aux autres. » Miss Marple sirotait délicatement son sherry. « Il faut être prudent, colonel. Des innocents ont déjà été pendus, et les leçons sont rarement aussi simples qu'elles le paraissent. » Le colonel grogna, peu convaincu, mais Miss Marple laissa la conversation dériver ailleurs. Au fond d'elle-même, elle était certaine que le garçon n'était pas un meurtrier. Les fils qu'elle rassemblait commençaient, très faiblement, à former un schéma, même s'il n'était pas encore clair. Alors qu'elle rentrait chez elle sous le clair de lune argentée, le village semblait silencieux, la neige crissant sous ses bottes. Quelque part, un chien aboya, et du cimetière parvint le faible son de 9 heures. Miss Marple s'arrêta devant son portail et regarda vers le presbytère, où une lampe brillait encore à une fenêtre du haut. Les secrets s'accrochaient à ce lieu comme du lierre sur la pierre, et elle savait que la mort de Rowe n'était que la clé qui les avait déverrouillés. Le verre collant, la broche de la veuve, les querelles de succession murmurées, tout cela n'était que des fragments d'une vérité plus vaste. Et s'il y avait une chose que Miss Marple comprenait mieux que quiconque, c'était comment les fragments, une fois assemblés, révélaient l'ensemble. Le village pourrait bien se reposer pour la nuit, convaincu de la culpabilité de Peter Ellis. Mais Miss Marple, seule dans son cottage, savait que la vérité attendait encore d'être découverte et que le véritable danger n'était pas encore écarté. Les jours qui suivirent Noël furent lourds de neige et de suspicion. Les villageois s'avançaient péniblement à travers les congères pour faire leurs courses. Mais chaque rencontre dans le chemin ou au magasin était teintée d'interrogations. Les visages qui autrefois se saluaient avec un sourire arborent désormais un air circonspect, comme si chaque voisin pouvait cacher un secret empoisonné. L'inspecteur Graves maintient Peter Ellis en détention, et sa confiance dans la culpabilité du garçon enflamme les rumeurs à St. Mildred. Pourtant, alors même que les langues se délinent, un malaise sous-jacent se répand dans la communauté. Car les secrets prospèrent dans le silence et la menace d'être révélée perturbe souvent le coupable plus que le crime lui-même.
Miss Marple s'en aperçut d'abord, à la poste. Elle était allée acheter des timbres, mais Miss Pargeter, la receveuse, l'accueillit avec une amertume inhabituelle. « Vive affaire, Miss Marple », déclara-t-elle, les yeux plissés derrière ses lunettes. « Mais j'ose dire que ça sera vite réglé. Le public sera soulagé quand viendra le procès. » Miss Marple répondit avec sa douceur habituelle. Les procès ont le don de soulever des questions autant que de les résoudre, Miss Pargeter. Il est curieux, n'est-ce pas, que M. Rowe ait été si sûr de lui dans ses relations, et pourtant tant de gens semblaient mécontents de lui. La postière se raidit. Je n'en savais rien. Un homme de son métier se fait des ennemis. C'est normal. Ses mains s'affairèrent à ouvrir le tiroir du comptoir, mais ses joues rosirent. Miss Marple enfouit discrètement cette observation dans sa mémoire. Les gens se trahissent souvent davantage par leur dénégation que par leurs aveux. Cet après-midi-là, elle accepta une invitation à prendre le thé au presbytère. Madame Penrose était impatiente de retrouver un semblant de normalité, même si sa main tremblait en versant. Quelle journée épouvantable, Miss Marple. Mon pauvre mari ne sait presque pas quoi dire en chair. Et Alice, la jeune fille, est sur les nerfs. Elle s'imagine qu'on lui reprochera chaque incident en cuisine. Comme par magie, Alice entra avec une assiette de scones, son regard se portant nerveusement vers les femmes plus âgées. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Nous sommes tous perturbés, ma chère. Mais la vérité a le don de se frayer un chemin, comme le soleil après l'orage. » Madame Penrose soupira. « Je l'espère bien, car je ne supporte pas les murmures. Hier encore, Madame Finch affirmait que Madame Alder cachait quelque chose. Elle prétendait l'avoir vu se disputer avec M. Rowe dans le cimetière il y a quelques semaines. Imaginez un endroit pareil? Miss Marple pouvait parfaitement l'imaginer, car les querelles sont rarement circonscrites par un terrain sacré, et l'amertume des conflits financiers ignore souvent les convenances. Plus tard dans la semaine, Miss Marple décida de rendre une nouvelle visite à la veuve. Elle trouva Madame Alder seule dans son salon, cette même pièce sombre, où les ombres semblaient plus denses que la lumière. La broche d'émeraude brillait encore sur sa poitrine, bien que son teint fût plus pâle que jamais. « Vous êtes aimable de me rendre visite à nouveau, Miss Marple, » dit la veuve d'un ton posé, « mais je crains que vous ne me trouviez de mauvaise compagnie. » « Il n'est pas toujours nécessaire que la compagnie soit animée, » répondit Miss Marple, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. « Parfois, le silence est assez éloquent. Je me demandais, Madame Alder, si vous aviez été trop préoccupée par ces questions. » Les lèvres de la veuve se pincèrent. Sans fin. L'inspecteur m'a pressé au sujet de la succession de mon mari, comme si c'était un crime d'avoir hérité de dettes en même temps que de biens. Monsieur Rowe s'occupe de l'affaire, certes, mais cela ne regarde personne d'autre. La voix de Miss Marple était douce. On pense souvent que l'argent est la motivation la plus simple. D'après mon expérience, c'est rarement simple. Dettes, promesses, attentes, tout s'en mêle comme des fils dans un tiroir. Le sang-froid de Madame Alder vacilla un instant, et elle se tourna brusquement vers le feu. Monsieur Rowe n'était pas aussi honnête qu'on le croyait. Il en savait trop. Trop sur moi, sur mon défunt mari. C'est tout ce que je dirais. Miss Marple soupçonnait que c'était plus que ce qu'elle avait prévu, mais elle n'insista pas davantage. Parfois, une porte entr'ouverte révélait plus d'une porte ouverte. En quittant la maison des Holmes, Miss Marple croisa le colonel Calthorpe, qui descendait le chemin d'un pas lourd, sa canne à la main. Il la salua avec son air habituel. « Ah, Miss Marple, je vais vous dire une chose. Rowe n'était pas un saint. Je lui ai prêté de l'argent qui ne m'a jamais été remboursé. J'ai prétendu que c'était pour une œuvre caritative, mais je n'ai jamais récupéré un centime. Je dirais que la moitié du village avait des raisons de le voir partir. »« Vraiment, colonel »
demanda Miss Marple d'un ton doux. « Et pourtant, vous n'avez pas insisté ?» Le colonel grogna. C'était mal vu, vous savez, de révéler de telles choses au grand jour. De toute façon, il avait la loi de son côté. Il l'avait toujours fait. Et là encore, un autre fil conducteur se dessinait. Une querelle d'argent, un orgueil blessé, des réputations en jeu. Et tout cela soigneusement gardé secret jusqu'à ce que la mort délie les langues. Ce soir-là, une nouvelle révélation agita le village. Madame Weatherby, qui ne se laissait jamais dominer par la discrétion, annonça à son cercle de tricoteurs avoir vu Rowe sortir par la porte arrière du bureau de poste après les heures d'ouverture. Croyez-moi, lui et mademoiselle Pargeter étaient occupés à des affaires privées, et pas de celles qu'on note dans un grand livre. La remarque se répandit rapidement, et le lendemain matin, l'aigreur de mademoiselle Pargeter s'était muée en une attitude ouvertement défensive. « Ce n'était rien d'inapproprié », lança-t-elle sèchement à un client. « Simplement une question de document exigeant discrétion. » Mais sa voix tremblait et son déni ne fit qu'augmenter les spéculations. Miss Marple écoutait tout avec une patience silencieuse. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que vérité et mensonge vont souvent de pair, indiscernables, jusqu'à ce qu'on examine les coutures. Ce qu'elle voyait clairement, en revanche, c'était que Edmund Rowe avait été empêtré dans les secrets de plus d'une personne. Le bord collant du verre persistait dans son esprit comme l'indice le plus concret. Pourtant, elle voit maintenant que le mobile, l'opportunité et le secret se propagent dans le village de multiples façons. Madame Alder et ses disputes cachées, Mademoiselle Pargeter et ses transactions nocturnes, le colonel Calthorpe et son prêtre non reconnu tous avaient des raisons d'en vouloir au notaire. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, son tricot posé, et réfléchissait. L'inspecteur avait son suspect, les villageois avaient leur ragot, mais la vérité était plus insaisissable. Les cœurs humains, songea-t-elle, ne sont pas si différents des placards fermés à clé. Ils peuvent paraître ordinaires, mais ils cachent souvent ce que l'on craint le plus de révéler. Et parfois, comme elle le savait bien, il suffit d'un seul meurtre pour faire voler tous les placards en éclats. La semaine s'écoula dans une lourdeur oppressante, la neige durcissant sous les bottes des villageois et l'air froid devant des esprits déjà tendus par la suspicion. Bien que l'inspecteur Graves continuât de plaider sa cause contre Peter Ellis, Miss Marple savait que sa confiance était moins assurée qu'auparavant. Trop de rumeurs circulaient dans le village, et des rumeurs, si elles n'étaient pas maîtrisées, pouvaient démanteler même les théories les plus solides. C'est durant cette accalmie instable que le second coup frappa Saint Mildred. Le soir du 30 décembre, un cri perturba le silence de la ruelle derrière le bureau de poste. Les villageois se précipitèrent hors de chez eux et découvrirent mademoiselle Pargeter, la receveuse des postes, effondrée sur le sol glacé. Ses lunettes brisées gisaient à côté d'elle, son visage pâle comme du parchemin. Elle n'avait pas été empoisonnée, mais avait reçu un violent coup à l'arrière de la tête. La découverte fit grand bruit. Le docteur Whitfield fut appelé et déclara que, bien que vivante, elle souffrait d'une grave commotion cérébrale. La police arrive rapidement, Graves donnant l'ordre de boucler la rue. Les voisins se pressèrent devant la porte du bureau de poste, chuchotant cambriolage, vengeance et châtiment divin. Elle a été agressée délibérément, annonça Graves à l'Assemblée, la moustache hérissée d'indignation. Et cela devait être par quelqu'un qui craignait ce qu'elle savait. La déclaration se répandit plus vite que le gel. Si Miss Pargeter avait des secrets dignes d'être tous, alors ses relations avec Edmund Rowe étaient peut-être plus sombres qu'on ne le pensait. Miss Marple, arrivée sur les lieux, son châle serré contre le vent, se tenait silencieusement au bord de la foule. Elle se pencha pour récupérer les lunettes cassées, les manipulant comme si elles étaient aussi fragiles que de la dentelle.
Le verre était fissuré, mais ce qui retint son attention fut la trace sur l'un des verres, une trace d'encre peut-être, comme si elle avait manipulé des papiers lorsqu'elle fut frappée. Elle enregistra cette observation sans la commenter. D'autres pourraient la rejeter, mais elle savait que les détails étaient rarement accidentels. Le lendemain matin, mademoiselle Pargeter était allongée dans son lit, consciente mais faible. Graves, debout à côté d'elle, un carnet à la main, la pressait de lui donner des détails. « Avez-vous vu votre agresseur ?»« Non, » murmura-t-elle d'une voix ténue. J'entendis des pas, puis une ombre. Et puis, plus rien. Grave fronça les sourcils. « Tu étais arrivé tard au bureau. » « Pourquoi ?» Les lèvres de mademoiselle Pargeter remuèrent comme si elle hésitait à confesser, puis se crispèrent. C'étaient les registres paroissiaux, un arriéré de courrier, rien de plus. Son ton évasif en disait plus à Miss Marple que ses paroles. Car quelle maîtresse de poste en Angleterre s'attardait après les heures de bureau pendant la période de Noël, à moins d'une affaire plus urgente que des lettres? Cet après-midi-là, le village était en effervescence. Certains étaient convaincus que l'attaque prouvait la culpabilité de Peter Ellis. Ses complices cherchent désormais à faire taire un témoin. D'autres insistaient sur le fait que Madame Alder était la véritable coupable, orchestrant son silence pour protéger ses propres secrets. Le colonel Calthorpe, au bord de sa pinte au Blue Boar, déclara que l'affaire avait des allures de complot étranger, mais personne ne se soucia de cette idée. Pendant ce temps, Miss Marple avait reçu une autre visite, Alice, arrivée essoufflée et pâle. « Miss Marple, je ne devrais pas le dire, mais je dois le dire. J'ai entendu des voix la nuit dernière, près du cimetière, juste avant qu'on ne trouve Miss Pargeter. Je me dépêchais de rentrer et j'ai entendu un homme et une femme se disputer. Je ne les voyais pas, mais la voix de l'homme était furieuse, plus aiguë que je n'en avais jamais entendue dans notre village. » Miss Marple réconforta la servante tremblante et ne pose aucune question indiscrète. Elle savait qu'il valait mieux ne pas insister auprès d'un témoin effrayé. Mais cette information la perturba. La colère, d'après son expérience, était rarement un phénomène isolé. Elle débordait souvent de peurs plus profondes. Ce soir-là, elle assiste à une réunion silencieuse au presbytère, où quelques paroissiens prièrent pour le rétablissement de mademoiselle Pargeter. Madame Alder était présente, son voile de deuil tiré, bien que l'éclat de sa broche d'émeraude brillât sous la lumière de la lampe. Mademoiselle Marple l'observait attentivement. La veuve, assise, calme, répondait aux questions avec une politesse mesurée, mais ses mains, jointes sur ses genoux, tremblaient faiblement. Après les prières, Miss Marple rentre chez elle avec le docteur Whitfield, qui se confie à elle. Entre nous, Miss Marple, je ne peux m'empêcher de penser que Miss Pargeter en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Elle murmura le nom de Rowe dans son sommeil, le répéta plus d'une fois, comme si quelque chose entre eux la hantait encore. Miss Marple hocha gravement la tête, ses pensées se mêlant à un motif. L'avocat était mort empoisonné, la postière agressée, tous deux liés par des rumeurs de transactions secrètes. Ce n'était pas une coïncidence. Non, c'était un projet, même si la main qui l'avait conçu ne s'était pas encore révélée. L'inspecteur, cependant, restait déterminé à poursuivre sa route. « Tout est d'un seul tenant », insista-t-il le lendemain matin. Ellis a tué Rowe, et maintenant, l'un de ses sympathisants, ou le garçon lui-même, peut-être en mission après sa libération, a tenté de terminer le travail avec Pargeter. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. « Je me demande, inspecteur, si vous ne forcez pas le motif pour qu'il s'ajuste. Un motif peut paraître soigné d'un côté de la broderie, mais de l'autre, les fils peuvent raconter une toute autre histoire. » Graves grogna, refusant de se laisser influencer. Pourtant, dans son coin tranquille, Miss Marple savait qu'elle avait entrevu la vérité.
2 crimes commis en l'espace d'une semaine ne pouvaient s'expliquer par l'acte irréfléchi d'un garçon nerveux. Quelqu'un s'employait avec soin, faisant taire les voix et éliminant les risques. En posant son tricot ce soir-là, elle repensa aux paroles effrayées d'Alice, aux lunettes tachées d'encre, aux mains tremblantes de la veuve. C'étaient de petits détails, chacun insignifiant pris isolément. Mais mis bout à bout, ils suggéraient quelque chose de plus sombre encore. Le meurtre d'Edmond Rowe n'était pas seulement un crime passionnel ou d'argent, mais s'inscrivait dans un réseau plus profond. Et Miss Marple, avec son regard perçant et ses manières douces, était déterminée à le démêler avant que le prochain coup ne tombe. Le changement d'année n'apporte guère de joie à Sainte Mildred. La neige restait épaisse au sol, bien que la suie des cheminées des chaumières les grisait, et les villageois s'agitaient avec l'air solennel de ceux qui craignent leur propre ombre. 2 crimes en autant de jours avaient déstabilisé même les cœurs les plus courageux, et la promesse d'une nouvelle année ne semblait apporter que de nouvelles incertitudes. L'inspecteur Graves était devenu irritable sous la pression. Bien que Peter Ellis soit resté en détention, l'agression de mademoiselle Pargeter avait compliqué les choses, rendant son dossier pourtant bien ficelé moins convaincant. « Un complice, voilà ce que c'est », murmura-t-il au sergent Wilkes. La mort de Rowe en avait déstabilisé plus d'un, et maintenant, un imbécile a pris les choses en main. Mais si ses paroles étaient fermées, son regard trahissait le doute. Pendant ce temps, Miss Marple continuait à parcourir tranquillement le village, écoutant, observant et emmagasinant chaque fragment de conversation, telle une ménagère prudente, ramassant des bouts de tissu pour une courte pointe. Elle commençait à pressentir que le moment était proche, où un test devait être effectué. Un petit coup de pouce appliqué au bon moment pour révéler ce qui se cachait sous les apparences polies. L'occasion se présenta au presbytère. Madame Penrose avait organisé une réunion pour quelques dames, insistant sur le fait que la camaraderie était le seul remède à la peur. Autour de la table à thé était assise Madame Witherby, avide de bavardage, Mademoiselle Pargeter, pâle et faible, mais affirmant être suffisamment bien pour s'occuper de Madame Alder, vêtue de son sombre noir, et de Mademoiselle Marple elle-même, tricotant avec assiduité pendant que les autres discutaient. La conversation dériva bientôt, comme toujours, vers le meurtre. Madame Witherby déclara d'un hochement de tête solennel. Tout cela devait être une question d'argent. Les hommes sont cupides, et les avocats sont les pires de tous. Il s'ensuivit que M. Rowe en savait trop sur les affaires des autres. Mademoiselle Pargeter se tortilla, mal à l'aise. C'était un homme soigneux. Il tenait des registres. Sa voix tremblait, et elle s'essuya les lèvres avec un mouchoir. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Les archives peuvent être si révélatrices, » observa-t-elle d'un ton doux. « Je me souviens d'un jour, dans mon village, où la modiste tenait un livre de contes qui causa un embarras sans fin lorsqu'il fut découvert. On oublie souvent à quel point les plus simples écritures peuvent être incriminantes. » La main de Madame Alder, posée sur l'accoudoir de son fauteuil, tressau. Elle se remit vite, mais Miss Marple vit une légère rougeur lui monter aux joues. Plus tard, tandis que les dames se dispersaient, Miss Marple parvint à s'attarder auprès de la veuve. « Ma chère Madame Alder, » dit-elle doucement, « je n'ai pu m'empêcher de remarquer votre admirable sang-froid. Nombreux sont ceux qui trébuchent sous une telle pression. » Les lèvres de la veuve s'étirèrent en un sourire forcé. « Il faut endurer, Miss Marple. J'ai de l'expérience. »« bien sûr, acquiesça Miss Marple. « Je me demande cependant si c'est si facile quand on sait que certains documents pourraient être révélés. De telles choses ont tendance à surgir au moment où on s'y attend le moins. » Ces mots furent prononcés avec légèreté, presque distraitement, mais ils produisirent l'effet escompté.
Les yeux de Madame Alder s'écarquillèrent légèrement, et ses doigts agrippèrent la broche d'émeraude sur sa poitrine. Elle se reprit rapidement, mais Mademoiselle Marple nota sa réaction avec autant d'attention qu'un érudit observant un spécimen rare. Le lendemain, elle rend visite au colonel Calthorpe, qui l'accueille avec des fanfaronnades et un cigare. L'inspecteur embrouille tout, Mademoiselle Marple. Ce qu'il nous faut, c'est une justice sans faille. Le garçon dont elle est le coupable présente tous les signes. J'ai servi en Inde, vous savez, et je peux lire le caractère d'un homme au premier coup d'œil. Miss Marple sourit faiblement. Je n'ai aucun doute sur votre jugement, colonel. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses. Parfois, les coupables sont ceux qui paraissent les plus respectables. Le colonel renifla. Absurde. La respectabilité compte pour quelque chose. Vraiment, murmura Miss Marple. Je me souviens qu'un jour, un marguillier très respecté fut accusé d'avoir détourné les fonds de la chorale. Tout le monde lui faisait confiance, voyez-vous, et il ne fut donc jamais interrogé, jusqu'à ce que l'affaire devienne indéniable. C'est incroyable ce que les gens peuvent faire quand ils croient que leur réputation les protège. Pour la première fois, le colonel s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il leva son cigare. Miss Marple le vit et le rangea, le visage rouge de la veuve et la voix hésitante de la receveuse. Sa dernière visite de la semaine fut chez Mademoiselle Pargeter, en convalescence chez elle. La postière était calée sur des oreillers, ses lunettes réparées, même si son regard gardait un air hanté. Miss Marple lui apporta un pot de confiture de coing et s'assit près de son lit avec une compassion silencieuse. « Ma chère, tu es courageuse d'avoir enduré une telle frayeur, » dit-elle chaleureusement. « Mais le courage doit s'accompagner de vérité, sinon la frayeur ne fera que durer. » Mademoiselle Pargeter hésita, puis chuchota M. Rowe, m'a pressé de modifier un document. Il a dit que ce n'était qu'une petite affaire, une commodité pour Madame Alder. Mais je ne pouvais pas y aller, je ne pouvais me résoudre à falsifier les comptes. Il s'est mis en colère contre moi. Miss Marple lui tapota la main. « Tu as bien agi, ma chère. Les souvenirs durent plus longtemps que les colères. Et c'est peut-être pour cela que quelqu'un te craignait. » À son retour dans son cottage, Miss Marple sentit l'image s'affiner. Chaque réaction qu'elle avait silencieusement éveillait la main de la veuve sur sa broche, le tremblement inquiétant du colonel, la confession de la postière étaient comme des points de suture détachés. Le motif n'était pas encore achevé, mais il était plus proche qu'avant. Assise près du feu, son tricot sur les genoux, Miss Marple méditait sur la nature humaine. « Ce qui est évident se révèle rarement vrai, » murmura-t-elle doucement. Il faut observer comment les gens se révèlent lorsqu'ils croient ne pas être observés. Et bien que le village fût plongé dans une nouvelle nuit agitée, Miss Marple savait que le véritable test ne faisait que commencer. Le moment approchait où elle rassemblait les fils pour un tissage final et où le visage derrière le motif se révélerait. Le gel de janvier s'étalait sur le sol, scintillant comme du verre sous le soleil pâle. Le village de St. Mildred's poursuivait sa routine, les enfants retournant péniblement à l'école, les commerçants ouvrant leurs volets. Mais sous ce rythme paisible résonnait un bourdonnement constant de spéculation. La mort d'Edmund Rowe restait irrésolue dans l'esprit de beaucoup, malgré l'insistance de l'inspecteur Graves sur la culpabilité du jeune Peter Ellis. L'agression de Mademoiselle Pargeter avait perturbé ce récit et des murmures parcouraient dans les ruelles comme de la fumée, pointant les soupçons tantôt sur un villageois, tantôt sur un autre. Miss Marple évoluait doucement dans cette atmosphère de malaise, saluant ses voisins d'un signe de tête, s'arrêtant pour bavarder, sans jamais sembler indiscrète. Pourtant, derrière ses yeux bleus et doux, le fil des événements s'assemble avec soin. Chaque conversation, chaque déni, chaque tressaillement nerveux, chaque mot évasif s'était imbriqué comme les pièces d'un puzzle. Elle entrevoit, à présent,
une vague ébauche de vérité, mais il n'était pas encore temps de la déclarer. On se révèle plus sûrement lorsqu'on croit ses secrets encore en sécurité. Au commissariat de Much Densham, l'inspecteur Graves continue d'insister. Il convoqua de nouveau Peter Ellis, répétant les mêmes questions jusqu'à ce que les réponses du garçon deviennent saccadées de désespoir. « Tu as versé le verre, Ellis. Admets que tu l'as trafiqué. » Peter secoua violemment la tête, les larmes aux yeux. « Je ne l'ai pas fait. Je le jure. J'ai simplement fait ce qu'il m'a demandé. Pourquoi personne ne me croit ?» Le sergent Wilkes, observant en silence, sentit un soupçon de doute. La peur du garçon semblait trop vive, trop inconsidérée, pour qu'il puisse exprimer sa culpabilité. Mais Graves la balaya d'un grognement. Ils clament toujours leur innocence. Croyez-moi, Wilkes, il va craquer. Pourtant, à l'extérieur de la gare, la rumeur commençait à tourner. Chez l'épicier, Madame Finch murmura avoir vu Madame Alder recevoir une enveloppe de Rowe seulement 15 jours avant sa mort. À l'auberge, le colonel Calthorpe déclara que Rowe avait menacé de réclamer ses dettes. Même Madame Weatherby, autrefois si certaine de la culpabilité de Peter, laissait entendre à présent que d'autres avaient plus à gagner du silence de Rowe qu'un pauvre villageois. Miss Marple écoutait sans corriger ni confirmer. Elle laissait les théories s'entremêler de plus en plus, car, dans les filles sans mêler, la vérité apparaît souvent plus clairement. Cet après-midi-là, elle rend une nouvelle visite à Mademoiselle Pargeter, qui reprend peu à peu des forces. La postière l'accueillit avec gratitude. « C'était gentil de revenir, Miss Marple. Je me dis parfois que je n'aurais pas survécu à cette nuit-là. Si j'étais morte, mes archives auraient été abandonnées. » Miss Marple inclina la tête. « Les disques sont des choses curieuses, ma chère. Leur poids dépasse largement celui du papier et de l'encre. On fera tout pour ne pas parler trop fort. » Le visage de Mademoiselle Pargeter pâlit. « Vous pensez que mon attaque était liée à Rowe ?» La voix de Miss Marple reste calme. « Je pense que c'est fort probable, oui. Voyez-vous, quand on réduit quelqu'un au silence, il arrive souvent que d'autres doivent l'être aussi. C'est une situation bien regrettable. » La postière baissa les yeux sur ses mains. « Alors, je dois me protéger avec précaution. »« En effet, » dit doucement Miss Marple. « Mais vous avez déjà fait le plus important, vous avez refusé de modifier le dossier. Ce choix pourrait bien s'avérer décisif. Depuis chez Miss Pargeter, Miss Marple rentre lentement chez elle dans l'air vif, ses pensées revenant à la veuve. Madame Alder avait parlé de dettes, de la connaissance que Rowe avait des affaires de son défunt mari. Elle avait pâli à l'évocation des archives. Et toujours, cette broche d'émeraude brillait sur sa poitrine, un éclat provocateur sur fond de deuil noir. Miss Marple connaissait suffisamment la vanité humaine pour comprendre que de tels étalages dissimulait souvent une angoisse intérieure. Pourtant, le colonel Calthorpe persistait dans son esprit. Ses protestations contre la malhonnêteté de Rowe avaient été trop véhémentes, ses dénégations trop cinglantes. Et il y avait d'autres villageois dont elle n'avait qu'entrevu les secrets. Le réseau était vaste et chaque fil partait de la silhouette d'Edmund Rowe. Ce soir-là, le presbytère organise une autre réunion, plus petite et plus discrète, destinée à redonner du réconfort à une communauté ébranlée. L'inspecteur Graves y assista, l'air guindé, tandis que Madame Penrose présidait avec une joie nerveuse. Mademoiselle Marple était assise à sa place habituelle, au calme, près de l'âtre, son tricot à la main. La conversation était tendue. Madame Weatherby n'a pas pu s'empêcher de dire « J'espère que justice sera vite rendue. Il est intolérable de vivre sous un tel voile. »« Justice est faite, » répondit Graves avec fermeté. « Ellis répondra de la mort de Rowe, et quant à l'agression de Mademoiselle Pargeter, nous découvrirons le coupable en temps voulu. » Madame Alder, assise en face de moi, émit un rire faible et cassant.
Vous avez une grande confiance en vous, inspecteur. J'aimerais pouvoir la partager. Mais les secrets ont tendance à persister, bien longtemps après que la loi les ait crus clos. » Ces paroles réduisirent la pièce au silence. Même Madame Penrose hésitait dans ses tentatives de la rassurer. Les yeux de Miss Marple, à moitié cachés par son tricot, remarquèrent le tremblement qui traversa les mains de la veuve lorsqu'elle leva sa tasse de thé. C'est alors que Miss Marple prit la parole, d'un ton aussi doux que si elle parlait de la météo. C'est curieux, n'est-ce pas, comme les réactions des gens les trahissent. Je me souviens, dans mon village, d'une dame qui laissa tomber sa broderie à la simple mention d'un testament. Elle se croyait insoupçonnée, mais la main révèle ce que cachent les lèvres. Le silence s'épaissit. Madame Alder posa sa tasse avec précaution, trop précautionneusement, et le colonel Calthorpe toussa bruyamment. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, irrité par ce qu'il considérait comme une incohérence. Mais Miss Marple était satisfaite. Les réactions lui en dirent plus que des mots. Lorsque l'assemblée se dispersa, elle s'attarda près du feu avec Madame Penrose. La femme du pasteur soupira lourdement. « Oh, Miss Marple, je ne peux pas le supporter. La peur, les murmures, nous déchirent. Cela doit sûrement bientôt cesser. »« Cela finira, » dit doucement Miss Marple. « Mais il faut que les fins arrivent au bon moment. Si on sort un gâteau du four à la hâte, Madame Penrose, il s'effondre. Et il en va de même pour la vérité. Il faut lui laisser le temps de lever. » Tandis qu'elle rentrait chez elle dans la nuit glaciale, sous les étoiles scintillant au-dessus d'elle, Miss Marple sentit une certitude sereine l'envahir. Le temps de la patience touchait à sa fin. Les fils qu'elle avait rassemblés étaient désormais prêts à être tissés pour former un motif, et l'image qui en résultait était telle qu'elle ne pouvait plus se tromper. Mais elle ne parlera pas encore. La révélation devait arriver au bon moment, lorsque tous seraient réunis, lorsque les coupables ne pourraient échapper à leur propre filet. Ce moment, elle le savait, approchait à grands pas. Le premier dimanche de la nouvelle année s'annonça clair et net, les ruelles du village luisant de givre, comme si le monde lui-même avait été fraîchement poli. À Sainte Mildred, les cloches sonnèrent solennellement, appelant la paroisse au culte. Pourtant, malgré tous les hymnes et les prières, un malaise persistait parmi les fidèles. Ils avaient vécu trop longtemps sous l'ombre du meurtre d'Edmund Rowe, et maintenant, l'attaque contre mademoiselle Pargeter planait comme un nouveau nuage d'orage au-dessus d'eux. Après la cérémonie, l'inspecteur Graves a demandé à plusieurs des principaux villageois de rester dans la salle du presbytère. « Il est temps de régler cette affaire », a-t-il déclaré d'une voix ferme, malgré la tension dans ses yeux. « J'aurai des réponses avant la fin de la semaine. » Parmi les personnes rassemblées se trouvait Madame Alder, sombre comme toujours dans son voile noir, Mademoiselle Pargeter, toujours pâle mais déterminée, le colonel Calthorpe, fronçant les sourcils sous ses sourcils lourds, Madame Penrose, agitée mais obéissante, et Mademoiselle Marple, assise tranquillement près du foyer, son sac à tricot posé sur ses genoux. Grave s'éclaircissant la gorge. Peter Ellis est toujours en détention, et je suis convaincu qu'il a versé le breuvage fatal. Le rapport du laboratoire a confirmé que le vin chaud ne contenait aucun poison, ce qui signifie que le verre lui-même a été trafiqué. Ellis en a eu l'occasion, et cela lui suffit. Un murmure parcourt le groupe. Mademoiselle Pargeter secoua faiblement la tête, tandis que Madame Alder pinçait les lèvres. Le colonel Calthorpe grogna, mais ne dit rien. C'est alors que Miss Marple prend la parole, d'une voix calme et posée. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais je ne peux être d'accord. L'opportunité seule ne suffit pas à prouver la culpabilité. En effet, le simple fait que seul le verre de M. Rowe ait été empoisonné devrait nous faire réfléchir. Car une telle précision ne suggère pas l'acte irréfléchi d'un garçon nerveux, mais la main prudente de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait accomplir. » Grave fronça les sourcils,
Et que voulez-vous dire par là, Miss Marple ?» Elle joignit doucement les mains. « Si vous me le permettez, inspecteur, penchons-nous sur les petits détails. On les oublie souvent. Pourtant, c'est dans les petites choses que réside la vérité humaine. D'abord, le bord collant du verre, remarqué par Alice. Cela indique que le poison a été appliqué directement et non mélangé au vin. Ensuite, l'expression de surprise de M. Rowe en le goûtant, surpris, comme s'il s'attendait à une saveur mais en a découvert une autre. Cela indique qu'il n'était pas préparé, ce qui signifie que l'empoisonneur était quelqu'un en qui il avait confiance. Le silence régnait dans la pièce. Madame Penrose serrait la main de son mari, tandis que mademoiselle Pargeter fixait le sol. Miss Marple poursuit. Il faut alors se demander qui, parmi nous, avait des raisons de craindre M. Rowe. Madame Alder, la succession de votre mari était criblée de dettes. M. Rowe, je crois, vous a pressé de régler des affaires que vous auriez préféré garder secrètes. Ce serait une raison suffisante pour craindre qu'il ne soit au courant. Le visage de Madame Alder blêmit. Elle ouvrit la bouche, mais Mademoiselle Marple leva doucement la main. Pourtant, la peur ne rend pas coupable. Nombreux sont ceux qui ont des dettes, et tous ne se livrent pas au meurtre. Colonel Calthorpe, vous aussi vous vous étiez disputé avec lui au sujet d'un prêt jamais remboursé. Et vous, Mademoiselle Pargeter, on vous avait demandé de modifier un document que vous refusiez de modifier. Chacune de vous avait des raisons de souhaiter le silence de Rowe. Le colonel émit un grognement rauque, et Mademoiselle Pargeter haleta. « Comment avez-vous fait ?» Mais Miss Marple insista, d'un ton ferme. Ce qui révèle véritablement l'identité des auteurs de cette affaire n'est pas seulement le mobile, mais aussi le comportement. La nuit du meurtre, Madame Alder, on vous a vu vous faufiler dans le cimetière pendant les chants de Noël. Ce n'était pas de l'oisiveté, c'était pour rencontrer Rowe. Vous craignez qu'il ne parle et vous voulez l'en dissuader. Ne s'étant pas laissé influencer, vous avez opté pour une voie plus sombre. Vous portez avec vous une teinture ménagère très simple, difficile à détecter. Quand Peter Ellis apporta le pichet, vous ne fîtes rien. Au contraire, lorsque Rowe posa son verre un instant, vous tenterez votre chance. Une simple pression sur le bord, et le tour était joué. Qui l'aurait remarqué au milieu des chants et de l'agitation de la salle? Mais M. Rowe remarqua le goût, juste assez longtemps pour que la surprise se lise dans ses yeux avant que la mort ne l'emporte. La main de Madame Alder serrait sa broche d'émeraude, comme pour se stabiliser. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La voix de Miss Marple s'adoucit. Et lorsque Miss Pargeter refusa de modifier les archives, vous saviez qu'elle détenait des informations susceptibles de vous démasquer. Vous avez donc cherché à la réduire au silence, elle aussi. Mais le destin était contre vous, votre coup fut raté, et elle survécut. Cela, je crois, vous a autant pesé que la mort de Rowe. Le silence qui suivit fut pesant. Enfin, Madame Alder se releva en titubant, le visage décoloré. « Vous ne pouvez pas le prouver, » murmura-t-elle. « Il n'y a aucune preuve. » Miss Marple la regarda avec compassion plutôt que triomphe. « La preuve en est dans vos actions, ma chère. La loi exige peut-être plus, mais la nature humaine ne peut être dissimulée. Vous vous trahissez par chaque regard, chaque silence, chaque tremblement de main. Nul besoin de voir le poison pour savoir qu'il était là. » L'inspecteur Graves, bien que réticent, ne pouvait nier la clarté de son raisonnement. Il fit signe à ses agents, qui s'avancèrent pour escorter la veuve. Elle ne résista pas, se contenta de baisser la tête et laissa la broche d'émeraude tomber de sa poitrine, s'écrasant sur le parquet comme un aveu final. Miss Marple resta assise en silence, tandis que les autres murmuraient sous le choc. Madame Penrose s'essuya les yeux, Miss Pargeter serra son mouchoir, et le colonel Calthorpe murmura sa honte. La tempête avait enfin cessé, et malgré le soulagement mêlé de tristesse,
la vérité avait été dite. Une fois la salle vidée, le vicaire se tourna vers Miss Marple avec gratitude. « Vous nous avez rendu la paix, Miss Marple. Comment pourrions-nous vous remercier ?» Elle sourit doucement, repliant son tricot dans son sac. Nul besoin de remerciements. Il suffit de comprendre que même dans un village aussi paisible que Sainte Mildred, la nature humaine reste la même, capable de bonté, certes, mais aussi de folie, de faiblesse et, hélas, de crime. Il nous faut seulement apprendre à la reconnaître. Sur ces mots, Miss Marple se leva et rentra chez elle dans la soirée glaciale, sa silhouette menue mais ferme sur le ciel hivernal. Les cloches sonnèrent de nouveau dans le village, solennelles mais réconfortantes, comme si Sainte Mildred elle-même soupirait de soulagement. Le secret avait été dévoilé et le village pouvait enfin respirer à nouveau. Les jours qui suivent, l'arrestation de Madame Alder se déroulèrent dans un calme étrange. Sainte Mildred, si récemment bourdonnant de suspicions et de murmures, semblait désormais silencieuse, comme si le village lui-même cherchait à reprendre son souffle. La neige bordait encore les haies, mais des glaçons tombaient régulièrement des avant-toits des chaumières, marquant le lent retour à la vie ordinaire. Dans la boutique, Madame Finch parlait à voix basse à ses clients, mais sa voix n'avait plus l'émotion fiévreuse qu'elle dégageait autrefois. À l'auberge, le colonel Calthorpe murmura qu'il avait toujours soupçonné quelque chose d'anormal chez cette femme, bien que ses auditeurs hochèrent la tête plus par habitude que par conviction. Et à la poste, Mademoiselle Pargeter reprend peu à peu ses occupations, ses lunettes fraîchement raccommodées, l'air calme mais posé. L'inspecteur Graves, pour sa part, était d'une satisfaction sinistre. « Justice sera faite », déclara-t-il au sergent Wilkes, « et le village peut dormir tranquille, sachant que le coupable est en garde à vue. » Pourtant, son soulagement était teinté de lassitude, car même lui ne pouvait nier que la solution était venue moins du travail de la police que du raisonnement posé d'une vieille fille. Il n'en avait jamais parlé, mais la raideur de ses manières, chaque fois que le nom de Miss Marple était mentionné, trahissait cette réalité. Peter Ellis, libéré, arpentait les ruelles d'un air de gratitude déconcerté. Le garçon semblait avoir diminué de taille, apaisé par son épreuve. Les villageois lui adressaient un signe de tête mêlé de sympathie et de gêne, comme honteux de l'avoir si facilement soupçonné. Il évita leur regard, mais en passant devant la maison de Miss Marple, il marqua une pause, ôta sa casquette et lança un merci timide et sincère. Elle hocha gentiment la tête, se contentant de dire « Sois sage, Peter ». Ce sera un remerciement suffisant. Au presbytère, Madame Penrose reprend ses fonctions avec une ferveur renouvelée, organisant des thés et des récitations de cantiques, déterminée à rétablir l'ordre. Pourtant, ses mains tremblaient encore lorsqu'elle évoquait la veillée de Noël. « Je n'entendrai jamais le chant de Noël, venez, tous les fidèles, sans me souvenir de ce moment terrible, » avoua-t-elle. La salle elle-même semble en avoir été marquée. Son mari, le vicaire, l'encouragea à regarder vers l'avenir. Il ne faut pas s'attarder sur l'obscurité, ma chère. La lumière revient, même après la nuit la plus longue. Pourtant, des ombres persistaient, car, bien que la culpabilité de Madame Alder fût révélée, le scandale de son crime planait sur le village. On parlait d'elle avec un mélange de pitié et de condamnation pour le désespoir qui l'avait poussée, condamnation pour le péché lui-même. Qu'elle ait choisi le poison, subtil et secret, ne faisait qu'accentuer le sentiment de trahison. Miss Marple, observant tout cela depuis son coin tranquille du village, songea à la rapidité avec laquelle les communautés s'efforcent de faire disparaître ce qui les perturbe. Comme si, pensait-elle, en balayant la poussière sous le tapis, on s'en débarrassait. Pourtant, la poussière persiste. Un soir, assise près du feu,
Alice, la servante, revint la voir, les joues rouges de froid. « C'est fini, n'est-ce pas, Miss Marple ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. « Pouvons-nous revenir à la normale ?» Miss Marple sourit doucement en lui versant une tasse de thé. « On avance, ma chère, on ne recule pas. La vie ne redevient jamais tout à fait ce qu'elle était. On se souvient et on change, même si parfois on le remarque à peine. » Alice fronça les sourcils, incertaine, mais Miss Marple changea de sujet et s'enquit de ses fonctions au presbytère. Pourtant, ses paroles restent en suspens, car elles reflétaient autant sa propre vie que celle de la jeune fille. La nuit des rois, les villageois se rassemblèrent à nouveau à l'église, cette fois pour une simple messe marquant la fin de Noël. Les bougies brillaient doucement, les cantiques s'élevaient avec une force hésitante, et pour la première fois depuis des semaines, une certaine paix flottait dans l'air. Pourtant, sous la surface, chaque paroissien portait en lui le sentiment que sa petite communauté avait été touchée par les ténèbres. Ils chantèrent plus doucement, mais peut-être avec plus de ferveur, car l'ombre leur rappelait la valeur fragile de la lumière. Après la cérémonie, Miss Marple rentre seule chez elle sous un ciel étoilé. Son souffle se troublait dans l'air froid et le crissement de ses bottes sur le sol gelé était le seul bruit. Elle pensa à Madame Alderson, sereine, si fière, mais pourtant anéantie par la peur d'être exposée. Elle pensa à Edmund Rowe, respecté, voire envié, mais pourtant irrité pour les secrets qu'il détenait. Et elle pensa à la facilité avec laquelle les soupçons s'étaient portés sur le jeune Peter Ellis, simplement parce qu'il était nerveux et pauvre. La nature humaine, murmura-t-elle doucement, est la même partout. L'orgueil, la peur, la vanité, le ressentiment sont les véritables poisons. Le reste n'est que détail. Lorsqu'elle arriva à son cottage, le feu l'attendait, chaud et stable, et son tricot était prêt sur le fauteuil. Elle s'installa, le rythme des aiguilles, apaisant, tandis que les flammes crépitaient. Dehors, le village reprit peu à peu ses habitudes, les échos du meurtre s'estompant dans la mémoire. Pourtant, Miss Marple savait que la vérité ne s'effacerait jamais complètement. St. Mildred en porterait la cicatrice, comme tous les villages lorsque l'innocence est brisée. Pourtant, la vie continuerait. Les enfants jouaient dans les ruelles, Madame Witherby bavardait, le colonel Calthorpe fanfaronnait, et Madame Penrose servait le thé d'une main tremblante. Le rythme de la vie quotidienne reprend, enveloppant à nouveau le village de son manteau familier. Miss Marple sourit faiblement, les yeux fixés sur le feu. « C'est toujours ainsi », pensa-t-elle. On continue. Et en continuant, on oublie jusqu'au prochain rappel. Elle reprit son tricot, le léger cliquetis des aiguilles emplissant la pièce. L'orage était passé, le village respirait à nouveau, et Miss Marple, toujours vigilante, songea avec une douce certitude que partout où il y a des gens, il y a des secrets, et partout où il y a des secrets, il y a une vérité à découvrir.